Salut à tous, salut à toutes, j'irai jouer chez vous. Aujourd'hui, on est chez Intrafin. Le distributeur, localisateur belge nous a invités. Dans cette vidéo, vous allez voir deux séquences différentes. On est venu deux fois chez Intrafin. Une première fois juste avec Mounir pour essayer Echoes of Time de Simone Luciani. Dans cette vidéo, vous aurez aussi une interview exclusive de Simone Luciani sur ce projet et puis sur ses autres jeux en tant que game designer, que développeur chez Cranio. Et puis on est venu une seconde fois accompagné toujours de Mounir et puis de Michel Dufrane, nouveau juré de l'As d'Or et chroniqueur ludique pour la RTBF, et son pote Ramiro. Ensemble, on a joué à un jeu secret, Tebey, le nouveau David Turchi, qui vient d'être annoncé et vous avez déjà nos impressions et un aperçu du jeu sur Rue du Jeu. C'est pas beau ça? Allez, c'est parti, on y va. Alors nous sommes chez Intrafin avec Giordano et Jürgen. Alors il y a ce qu'on appelle un showroom, oui, c'est ça? Petit show. Le principe c'est de rassembler tous les jeux que vous avez localisés. On a le coin Terraforming Mars. Ah, l'As d'Or de Terraforming Mars, qui est votre locomotive en fait, Terraforming Mars commercialement. Ça reste notre best-seller, toujours. C'est ça, c'est le jeu qui continue à faire tourner le gros des ventes et qui vous permet parfois de prendre un peu plus de risques sur d'autres projets. Ça représente un sacré paquet de produits différents. La BD. La BD Terraforming Mars, c'est de la Coupe de France Terraforming Mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça c'est les vieilleries, ça. C'est le début, ouais. Donc Intrafin, c'est une entreprise qui a commencé il y a 30 ans. Tu nous l'expliquais, Jürgen, avec Magic. Mon patron, il a commencé à Intrafin parce qu'il a adoré Magic. Et il a commencé comme distributeur. Mais Intrafin Games, c'est seulement 2010 qu'on a vraiment commencé. Moi, je venais d'une autre société qui avait fait Fratetir, la traduction. Et avec ça, je suis venu chez Intrafin. On a commencé à faire Warriors et Mage Knight. Ah oui, Mage Knight qui a eu un beau succès d'estime. Ouais, c'est aussi un qui reste intéressant. Il y a maintenant une nouvelle extension qui va sortir. Ah oui, il se vend toujours Mage Knight? Ouais. Oui, je suis en train de réimprimer, oui. Ok, super. Et ouais, alors ouais, au début, Lo Yang, ça doit être de cette période-là, du début d'un Trafin. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est vous qui avez Spirit Island qui continue à être assez remarqué et recommandé hein, avec sa version un peu simplifiée, Horizons of Spirit Island. Et puis des jeux un peu plus niches mais qui ont bonne réputation aussi, hein, Confluence Sidérale. C'est un très bon jeu, mais pas facile pour mettre sur la table. C'est ça. C'est de 4 à 9 personnes. Mais ouais, tu rigoles tout le temps, quoi, car tu peux vendre tout sur la table. Là, on a le coin un peu plus Cranio, donc on a Barrage, évidemment. Barrage? Vous avez dit Barrage? Barrage. Si vous êtes fan de Barrage comme moi, c'est un jeu qui est dans mon top 5 de tous les temps. Je suis ravi de pouvoir vous annoncer qu'on fait un concours Barrage avec Intrafin. Bon, a priori, si vous êtes fan, vous possédez déjà Barrage. Mais est-ce que vous avez toutes les mini-extensions là que Intrafin a localisées en français? Les assistants supplémentaires, les tuiles de flotte pour varier les parties. On vous propose de gagner tout ça. Et pour ce faire, c'est très simple. Après tout, moi je suis journaliste. On vous propose de fact-checker Barrage. Ou plutôt son livret de règles. Et là, j'attrape ma grosse boîte. La première phrase du livre de règles de Barrage, elle dit ceci. Alpes françaises, le 17 octobre 1922. Eh bien, en tant que journaliste, moi je vous le dis, cette information, elle est fausse. À vous d'enquêter pour savoir pourquoi elle est fausse. Vous pouvez utiliser Internet ou vous pouvez évidemment utiliser tout ce qui tourne autour de Barrage, les illustrations, le contenu de la boîte, etc. C'est un concours de rapidité. Le premier investigateur ou la première investigatrice qui donnera la réponse sur la page Facebook d'Intrafin, le lien est en description, gagnera ce lot avec toutes les mini-extensions. Il faut donc liker la page Facebook d'Intrafin, liker le post d'Intrafin qui reprend le concours, et puis commenter avec votre réponse, évidemment. Vous n'êtes même pas obligé d'être abonné à la chaîne, de commenter cette vidéo ou de la liker.
mais vous pouvez le faire au passage, ça fait toujours plaisir. Le concours n'a pas de limite dans le temps, il commence maintenant et s'arrêtera dès que quelqu'un aura trouvé la bonne réponse. Si jamais vous galérez, on va vous donner quelques indices dans les jours à venir sur mes réseaux sociaux. Donc surveillez ma page Instagram et puis l'onglet post de la chaîne YouTube. Attention, le concours est ouvert uniquement à la France et la Belgique. Bah oui, il faut bien que Intrafin puisse organiser l'envoi. Et puis c'est à peu près tout, que le meilleur investigateur ou la meilleure investigatrice gagne. Leur réédition de Maharaja. Et puis les Radwistar, qui vous le disiez, a plutôt bien marché, vous l'avez réimprimé. Anunnaki, Nucleum, qui a eu droit déjà à pas mal d'extensions. Avec, voilà, un petit aperçu. Ça, c'est la nouvelle extension ouais. Qui va sortir là bientôt. Oui, normalement, elle est déjà sur bateau. Elle doit aller chez Bourdendice et après chez nous. Des nouvelles expériences pour tous les joueurs. L'histoire, c'est que maintenant, on est au XXe siècle et donc tous les mécènes, toutes les expériences changent. Et une boisson énergisante, Nucleum. Alors ça... Ça, c'était pour le lancement de Nucleum. Bourdendice avait fait ces petits trucs. Je pense qu'à la base, c'est de Red Bull. Ok. Bon, c'est vrai que des fois, pour jouer à une partie de Nucleum, il faut bien ça. Ouais. Le côté plus Delicious Games, Rezafa, on en discutait, vous faites à 80% de langue française, c'est ça, dans votre volume? Et 20% aussi néerlandais. Ouais, pour les jeux qui ont vraiment un public. Donc ça va être soit un jeu comme Terraforming Mars, qui est vraiment installé, qui a du prestige. Cartographeur. Ah oui, il y a Cartographers aussi dans votre catalogue qui est très important, qui marche très bien, Cartographers. C'est numéro 2. Ah ouais. Et donc oui, pour un jeu comme l'île des chats, qui est plus familial, ça se justifie aussi de faire de la langue néerlandaise parce que le public est plus large, c'est ça? C'est ça. Et donc on va chercher des gens qui sont pas Eurogamers. Même des experts aiment bien jouer à l'île des chats. Et ils peuvent jouer ça avec des gens qui n'aiment pas jouer aux jeux, les jeux experts jouent. Donc, allez, je joue ça avec mes voisins, c'est toujours un peu mon règle. Si je peux le jouer avec mon voisin, je peux le traduire en néerlandais. Oui, c'est ça, c'est à vous d'arbitrer dans la décision. Tiens, ce jeu, est-ce qu'on en fait en tirage en néerlandais ou pas Oui, il faut toujours faire un choix de sortir quelques nouveaux jeux et voir ce qui marche. Et l'île des chats était une qui a bien marché pour nous en néerlandais. Ok. On va sortir maintenant d'offres romantiques aussi en néerlandais. Ah oui, bah oui, qui est aussi un jeu familial qui peut trouver son public, ok. Sur Terraforming Mars, une spécificité que vous nous expliquez, c'est que vous pouvez imprimer qu'une fois par an? Malheureusement, oui. Fritz, il fait tous les langues au même moment, il fait ça une fois par an. Et le problème, c'est, vous avez vu les différentes références. Si tu veux faire une commande de tout ça, ça devient une note assez importante avec beaucoup de conteneurs. Et donc, une société à 8 personnes, donc je ne peux pas exagérer dans mes stocks, car il faut pouvoir le mettre aussi dans ton stock si je dois stocker tout ça. Pour un an, de temps en temps, on fait des jugements qui sont pas assez forts et il me manque des choses. Ouais, c'est pour ça que parfois il y a des ruptures de stock de Terraforming Mars, vous faites ce que vous pouvez, mais c'est pas facile d'évaluer le stock pour chaque... J'aimerais pouvoir commander 2 fois par an pour éviter ça, mais de toute façon, vous pouvez toujours compter que ça va revenir. Oui, ça revient en continu, hein. De toute façon c'est un jeu qui est tellement... Locomotive, ok, et là on a le petit dernier des Fricks, Kingdom Legacy. Et on est aussi en train de réimprimer Underwater Cities. Ah, ça va être attendu ça. Un plaisir. Ouais, c'est aussi un jeu qui mérite d'être un classique comme Terra. Un petit Terra. J'aurais aimé de le faire directement, mais à ce moment-là, ils voulaient produire ça eux-mêmes. Et maintenant, c'est nous qui avons la distribution. Oui, c'est ça. Delicious Games, au départ, vous ne faites pas les tout premiers. Version française et ils distribuaient à Thalia et à nous. Mais il n'y avait pas vraiment une distribution exclusive, si tu veux, à ce moment-là. Okay. Et maintenant, c'est nous qui font ça. Oui, donc, pour bien expliquer aux gens, Intrafin est un localisateur. Correct, ouais. Vous n'allez pas... Distributeur. On aimerait être une fois aussi des créateurs et des éditeurs, mais pour l'instant, c'est pas dans les cartes. C'est pas parce qu'on fait de la localisation qu'on doit pas jouer au jeu, qu'on doit pas prendre des positionnements stratégiques dessus. C'est toujours un peu la roulette russe, si vous voulez. De nos jours, il y a autant de jeux de plateau qui sortent. Et j'ai des jeux qui sont très bien, mais qui n'ont pas assez marché du fait que... Ouais. Cerebria, par exemple. Cerebria, ouais, tout à fait, ouais. Un jeu asymétrique avec où on a plusieurs l'idée du jeu excellent, il est beau comme tout, mais il n'a pas fait car il était un peu trop compliqué peut-être. Okay. C'est difficile pour le montrer au salon.
pour expliquer le jeu directement. Oui, c'est ça. Et toi, ce jeu, quand tu y joues, quand tu l'essayes, quand vous prenez la décision de le localiser, tu y crois, comme un éditeur croit à son jeu. Et Oui. puis oui. Pas tout le monde suit. Ouais, c'est ça, bien sûr. Malheureusement. Et j'imagine que c'est parfois difficile de savoir pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Ou... Tout le monde a une opinion et je n'ai pas encore entendu une qui est correcte. Parce que quand on la donne après, c'est facile, mais si on peut la donner avant... Oui, l'idée c'est de trouver le jeu qui est juste derrière le curve, si tu veux. Si tu choisis maintenant un jeu pour traduire qui marche maintenant comme tonnerre, il est presque garanti de ne pas marcher. Parce que tout le monde dit « Ah oui, c'est comme celui-là ». Donc on l'a déjà. C'est ça. C'est compliqué. On parlait dehors de Golem, qui est un jeu très chouette, d'auteurs italiens assez identifiés, hein, Virginio Gigli, Simone Luciani. Et tu disais, il y a un moment, il y a quelqu'un qui a décidé quelque part on a déjà vu ça. Et malheureusement, ouais. C'est le jeu se quelqu'un casse qui la dit figure. il y a déjà ces techniques sont déjà dans ce jeu-là, dans ce jeu-là, il n'y a pas d'intérêt d'y jouer. Et tout le monde le croit. C'est ça. Et là, on voit une vague de... Mais moi, personnellement, je l'aime très fort. Ouais, en plus, c'est une thématique assez originale. Ouais. Oui, je crois pas qu'il y a un sujet juif quelque part dans les jeux. Peut-être un Secret Hitler, mais c'est... non, c'est pas vraiment un thème juif. Mais je trouve cette histoire de création de Golem très intéressante. Moi, donc j'étais immédiatement pour. Le seul hic pour moi, c'est que le plateau est un peu trop noir, trop sombre. Mm-hmm. Et très grand. Il y a un très grand plateau qui en fait sert juste pour des pistes, quoi, à faire avancer des golems. Voilà, c'est des détails. Je pense pas que ça suffise à expliquer le fait que le jeu ait moins bien marché. Pour Cragnon, c'était un de leurs grands succès de SN, je pense. Ils m'ont dit ça. Ah oui, c'est ça. Donc il y a des jeux qui marchent très bien en VO et qui ça se vérifie pas en VF. On marche très bien en VO dans une période de temps limitée. Et après, on arrive et... Il y a quelqu'un qui décide que ça vaut quand même. Et la personne a déjà dit qu'il... Donc là-bas, on a vos postes de travail. Alors c'est là que vous bossez. Et avec... C'est moi et là c'est Jürgen. Toi, Giordano, en quelques mots, tu es commercial. Moi, donc je suis plutôt commercial, donc mon boulot c'est de contacter les boutiques, proposer des jeux. Parfois, je fais aussi un petit peu de communication. Jürgen est plutôt sur localisation et achat. Je suis achat, oui. J'achète les jeux plateau anglais, les accessoires de Dragon Shield, par exemple. Ça, c'est moi qui achète ça. Et je suis celui qui décide pour 80% ce qu'on va suivre en localisation et qui doit alors le donner au traducteur, l'envoyer vers le graphiste. Et vérifier les fichiers. Quand tu dis tu achètes, donc pour continuer dans l'explication, en tant que localisateur, vous n'imprimez pas. Ça dépend. Ah oui, ça dépend. Ok. De temps en temps, on travaille sur royauté. À ce moment-là, c'est moi qui décide où je l'imprime, mais c'est que 10% des cas. Ok. Pour le reste, c'est toujours lié à l'éditeur qui imprime ses autres langues. Et à ce moment-là, tu peux acheter tes langues dans le même endroit. Où ils font un Kickstarter et tu joins le Kickstarter en donnant la traduction. Et alors après, ils nous envoient les boîtes et on fait la fulfillment de temps en temps. Ça dépend aussi pour qui. De temps en temps, ils font ça eux-mêmes. On est flexible là-dedans. Oui, vous avez quand même, pour le côté distribution, un entrepôt et vous dispatchez après les jeux un peu partout. Ouais. Tout est ici à côté, dans le dépôt. Nous, on avait commencé, ils appelaient NSKN à ce moment-là. Ah oui, donc ça, c'est l'ancien Board and Dice, en fait. C'est ça, NSKN, ok. Ah, ouais. Okay, mais à un certain moment, nous, on n'a pas assez bien vendu cela, donc j'ai plus suivi. Alors, Pixie a commencé à travailler avec eux. Puis on a fait Terraforming, et donc j'avais plus de demandes pour des experts. Et j'ai toujours demandé, si vous avez un pour moi, faites-moi le savoir, je veux bien le faire. Alors, je demandais, tu peux pas faire l'été. Donc, tout les petits games. Tekenu, Tabanushi, ça, c'est Pixie Games. C'est tout Pixie Games. Je dis, ok, mais si tu as un qui n'est pas un T, je suis intéressé. Et donc, il sortait un avec Luciani, et on faisait déjà barrage Luciani. Donc, celui-là, je peux quand même l'avoir. Ah, oui. Donc, ça n'avait pas un T. Mais malheureusement, Pixie avait compris qu'eux, ils savaient le faire. Et ça donnait un peu de négativité. Eux, ils ont eu Barcelone à ce moment-là. Oui. Car j'allais le faire aussi. Et alors, on a dû le donner à Pixie. J'ai dit, je peux quand même avoir le Luciani, alors ils m'ont dit oui. Contrairement à, par exemple, Yellow et CGE qui ont vraiment un accord
où c'est presque automatique qu'ils fassent les jeux des uns et des autres. Ils se sont mariés. C'est ça. Ouais. Donc tous les jeux que CGE sort, Yellow va le sortir, et inversement, normalement aussi. C'est ça. Si ça sort en VF, c'est Yellow qui le fait. Vous avez toujours un droit de manœuvre, une marge de manœuvre. Je peux pas seulement prendre les pépites, les perles. Oui, Ouais. oui. De temps en temps, ils sont, je veux vraiment te mettre derrière, et Fidélité nous demande de le faire, quoi. C'est ça. Ce que tu expliquais, c'est que le fait que les frics t'aient donné Terraforming Mars, t'as une forme de loyauté avec eux maintenant. Mais il y a de temps en temps des logiques. S'ils me donnaient un petit jeu de nounours, je dis, c'est vraiment un Terrafin si tu veux. Alors ça, je peux expliquer. Si c'est un expert, et je peux quand même le comprendre, mais c'est un risque. De temps en temps, je prends le risque, quoi. Ça marche pas toujours, ça c'est certain. Ok. Ok, on va jouer. Let's go. J'ai mon rider qui vient en jeu. Il n'a pas d'effet, mais il a 2 points de victoire et une force de 5. Moi, j'active 2 cartes du coup. Et quand ce sont 2 cartes de ça, j'active ça, un pouvoir permanent. Ah non, je vais terminer. Donc, je vais fortifier. C'est un jeu de course. Hein. On termine la manche quand même. Je vais jouer. Ça arrive en The jeu. game ends at the end of the round. Ok. Which. Ok. Donc, vous terminez. C'est pourri. Mon action, c'est juste ça. Allez, suivant. 44. Wow. Quelle fraise. Il l'avait dit, elle n'empêche. Moi, c'est mon style de jeu. Hein. On est sur un feeling à la Race for the Galaxy avec des cartes qu'on met dans son tableau et puis payer des cartes. Et combo. Payer des cartes de sa main pour en poser d'autres. Hello, Simone Luciani. Thank you so much for granting me with this interview. It's a great honor for me. As a big Race for the Galaxy fan myself, I can't help notice a similar vibe in Echoes of Time, especially the race element, where reaching 12 cards in your tableau triggers the end of the game. So it was also one of your inspiration, this race feeling, the race for ending the game? I think Race for the Gods is my most played game ever, absolutely. And also Roberto is a super big fan of the game. So both of us start to work for a game in this area. So we don't start to have exactly 12 cards or use exactly 12 victory points because it's not our intention to have exactly this number. But we want to create a game that could be these vibes, that could be different, that could be approach the game in a different way, but have the vibes because it's a genre that I like it a lot. Then happened that 12 card works perfectly for the game and 12 victory points work perfectly. And we think we want to change it. No, it works perfectly, so it's okay. But yeah, finally we was inspired by this super game. Il y a un côté course, et puis il y a ce système de tapis roulant qui fait penser à un chain knowledge, par exemple, mais avec un feeling pas tout à fait pareil, parce qu'il y a une importance de la tuile qui va rester en dehors de ce tapis roulant, qui va nous permettre de déclencher des actions gratuites. Et donc, les cartes avec un déclenchement bleu vont pouvoir s'activer beaucoup plus souvent que les cartes avec un déclenchement rouge, parce qu'on a 3 exemplaires de la tuile bleue dans sa roue, dans son tapis roulant. On n'a qu'un seul de la tuile rouge. When I learned the rules of Echoes of Time, the connection to ancient knowledge was really striking for me. And yet I've heard that the core cycling mechanic actually comes from an old version of Barrage. Could you walk us through the history of that mechanic? I still haven't played Ancient Knowledge, but I read something about the game.
especially after the designer write to me when he take a look at Echoes of Time, and I still can judge without playing it, but from my point of view, there are some similarities, but it's really different mechanics. Echoes of Time start from probably my obsession by recreate the time flow in a game, in a board game. I try to put it in several games, in several projects. For example, starting from Tzolk'in, where you have the wheel that represent the time that passes, but also Barrage, that you have the wheel of Barrage also is represented something that block your resources. The time that affect the game in a different way, because in one game block resources, in one game power up your workers. I publish a really old game that is one of the most unknown game, that is LGG card game they published a lot of years ago, and it still have time mechanics. So you play a card with some token on it, and you need to remove with action before you play it. This idea, it's combined with a video game that I play sometimes, and it's Clash Royale. It's a real-time app, video game app, where you have the mana that you develop during the game, and you need to play the card. So more card, more mana cost, and more time you need to play to put it into play. Mm-hmm. But also the effect is connected to the time. So some units need a lot of time to attack. Some units are faster. And from this idea, I put a scratch on a paper somewhere. I have a big list of ideas for future games. I put these notes on a file, and the idea is to have a timeline track where you play the card. The time track is created by tiles that slide, and it's really similar to an old version of Barrage. But it works in a different way, because in Barrage you block the resources as for the wheel. Here you play the card that need to wait to join your play area. But also the idea that I think is good, and I like it, is that the tiles that slide also is linked to the power you activate. So some power you can it can be activated really often. Some power is rare. So starting with this idea, I met Roberto Pellei, that is a long-time friend. We play a lot together. We live really close. I hired him as developer for this old-time project, but we never worked together. And then she speak about me. Oh, I have a game, card game in the Race for the Galaxy area, where you play the card and you put a dice on it, and you move the dice, and when the dice is over, you put the card into play. So more or less recreate the time in a different way. So I share my idea, and he said, oh, it's a good idea, try to work together. And then we start this project. Il y a beaucoup de cartes, hein. On est sur quoi? Il y a 105 cartes, d'accord, et avec, comme d'habitude dans ce genre de jeu, des effets immédiats, des effets à déclenchement, des effets permanents, passifs, etc. Et il y a quand même de l'interaction. Il y a quand même de l'interaction sur ces espèces de lieux de pouvoir là qu'on va se piquer. On va pouvoir faire la bagarre pour se les voler les uns les autres. Et il y a un timing qui est important dans le moment où on va fortifier. Et de temps en temps, on va les prendre juste pour avoir la capacité supplémentaire. C'est ça. Juste pour, même si on ne gagne pas, mais on a l'effet de mettre quelque chose en jeu, avancer son place. Ces cartes, elles sont en deux temps. On peut les prendre une première fois, on a un effet immédiat, et puis aussi potentiellement un effet permanent, passif. Et puis, on peut vraiment les fortifier, mais ça demande d'abandonner toute une série de cartes de notre armée. Et donc, à nous de faire le choix. Si on utilise des cartes pour leur effet d'action gratuite, on ne pourra pas les utiliser pour fortifier. Donc, il y a des choix intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans son tableau, qu'est-ce qu'on va retirer. Et il faut quand même
surveiller les autres. Was Res Arcana from Tom Lehman also an influence? I'm thinking about these big central locations, the places of power that players can compete for. I didn't use Res Arcana as reference, and it's the first time I think about the connection. But it could be. It could be some similarities. We introduce the place of power later in the development because we want interaction element within the player more than, for example, race or more than this kind of game. We had pushed a little bit more in on the interaction side. From my point of view, it's a little bit different than the big tiles in Res Arcana, because in Res Arcana you have only a race. Here you can fight for the control. You need to keep an eye on the other player power, but there are some similarities. Et moi j'aime bien la durée de partie quand on est sur un jeu assez rapide. Je pense qu'à deux tu le joues en une demi-heure facilement. Ça plaira, je pense, aux amateurs de jeux de cartes à combo. On est sur des actions, voilà, 2 actions par manche qu'on fait chacun son tour pour quand même voir où va l'autre. Ouais, il y a un côté course, ouais. Donc soit tu vas jouer des cartes moins chères pour pouvoir avancer plus vite dans ton tableau et provoquer la fin de partie, ou alors oui, il y a des cartes qui te font reculer dans ton tableau mais qui ont des effets puissants en contrepartie. C'est pas trop mon style de jeu, mais j'ai trouvé que c'était très fluide et qu'on pouvait justement avoir quand même du contrôle un peu sur le tempo. On peut, comme tu dis, interagir, il y a un peu de choses qu'on peut se prendre, etc. Mais surtout, on va agir sur les quatre places fortes qu'on peut se reprendre l'un l'autre. Et comme tu disais, Jürgen, bon, on l'a pas vu cette fois-ci, mais on peut aussi gagner sans pas forcément passer par ça. Juste par les effets de fin du tour et du fait que lui est en train d'essayer d'avoir sa force pour arriver à renforcer son truc. Il est en train de mettre ses cartes dedans. Tu prends ce temps-là pour mettre plus de cartes en jeu. Le prendre en vitesse si tu veux. Il est encore en train d'essayer de faire ça et il dit j'en mets 2. 6 places fortes différentes au total. Il n'en a pas fait tellement des jeux purement de cartes que ça, Luciani. En Rats of Istar, il y avait des effets de combo de cartes, de synergie importants, mais ici c'est vraiment purement un jeu de cartes, quoi. You've said in interviews that you're a fan of Terraforming Mars. That wasn't obvious early in your design career. But with Rats of Wistar, we saw you use the badge mechanic on the cards, and now Echoes of Time feels maybe like your most Terraforming Mars inspired game in the sense that it's entirely card driven. Would you agree with that? Yeah. Also, I think it's in another area because of the duration of the game, of the complexity of the rules. I think for me, Terraforming Mars, it's a blast. It's one of the games that impact a lot on my vision on the game. I play it a lot, and it impact. I'm developing a big game more inspired of Terraforming Mars than Ecos, but it's something for the future. But for me, it's more about Rats of Wistar than Ecos, the inspiration of Terraforming Mars. I'm still working on 3 big games. One is really new, and is more Terraforming Ark Nova style, so it's more than 200 different cards and really based on engine building. And I like it because I like it genre. It's a combination of some mechanics from Darwin, some mechanics from Terraforming style, so it's a good combination. And 2 other games, one with Tommaso Battista and Nestore for Board and Dice. We signed for Board and Dice, and it's another game about creating your Cosmo. And another game for Fantasia game, a heavy game about time travel. We designed with 2 other designers, so 2 games with 3 designers. Over the course of your career, you've done a lot of co-design work. Would you say that you're a kind of mercenary, someone who joins other people's projects to elevate them? Nowadays, do you still have the time and the desire to work on a heavy Euro game on your own?
I could have, but it's not my main goal. So some people ask, why don't design a Eurogame alone? But for me, it's not a challenge. For me, the challenge is to try to design the best game ever, to design a game that people like a lot, to design a game in a different kind of level. So not also Eurogame, but I like to try to design a successful family game, a successful Kennerspiel. So I like to try different challenge, but I don't have a lot of motivation to design alone. Sometimes happen in the past, but for me it's less fun. It helped a little bit less the creativity. The fact that some people ask me, oh, try to design, is not enough motivation to leave the fun, to work together, to discuss with other people, to try to change your point of view, your perspective. And it's a thing really common in between Italian designers to work together. That's true, but I feel that also in France grow a lot, the cooperation between design in the last years. I see a lot of successful game made by two or more designers. It's not super easy because you need to combine your mind with another mind that is different from yours, and sometimes it's difficult, you need to discuss, but it's really more stimulating than design alone. Your first game, Frutti di Mare, was released in 2009, and you started to work for Cranio Creations in 2013 as the head of development and lead designer. So you take care of game selection and development. Would you say that this job you have been doing for 12 years now has changed the way you perceive and create board games? Yeah, it's really true, because sometimes designers have a personal perspective to approach the project, to be involved in also some part of the production, of their direction, and the commercial decision. Leave me mainly a game designer, but give me more various point of view. When I start a project, I also think about different aspect of the project that usually a game designer didn't care, and for a good reason, because a lot of time if you're not involved inside the process, you don't have the control. So it's not a good idea to spend a lot of time to think about the theme, to think about the ergonomic element when the publisher change everything. To be involved in the process help you to keep in mind something, and it's also part of the creative process. So it helped me to approach the game design in a different way. How are you splitting your time between games you work on as a developer and as an author? It's not a clear division because it's depend on how urgent deadline you have. Depend mainly about motivation. I work on design mainly because I felt in love in the project. So especially when the game are really new, you don't have deadline, you don't have pressure, because publisher still don't have the game in the hand. It's only in your mind. So it's completely up to you. It depends really about motivation. I need to be involved in the project. I need to be really catched by the new idea. So sometimes you work a lot on a project that it's not urgent, but you like it a lot. Sometimes you have the pressure of an upcoming game that you need to be fixed planning. So I don't have a clear division, but it depends from week to week. It's common that you start to work on a game as a developer
for Cranio and then become a co-author. How do you make the frontier between the two roles when you have both? It's not really often when I join a complete project and then, but happen more than one time. For me, the deadline is more or less when I change and add more than 30% of the game. It's my ideal division between development and design, especially if it add new idea that change the game a lot. Okay. So it's not only about how much time you work on the project, because, for example, I work really a lot of hours on Mystery Houses. It's an escape room we published some years ago, but I didn't change the structure of the game. I more or less the core idea is the same. Okay. Sometime, for example, for Barrage, I change the core mechanics of the game, but this is also a process that it's really important to discuss with the designer. So sometime I receive an idea that is good. There is a lot of space for additional idea, additional mechanics, or for example, there is a really good idea, but we need to change the core mechanics. So this is the space when I propose to the designer, okay, the idea is super good, but you want to start a new project starting with this idea. It works with Anunnaki, it works with Barrage. In the last year, in the last 2-3 years, I did this way to cooperate a little bit less, because I have more projects that I start from zero. Okay. With other designers. Would you say that you have a personal touch that we can see in the majority of your games? Some people talk about contracts that were very central, for example, in Marco Polo, then in Barrage, or also in Grand Austria Hotel, but they don't seem to be, these contracts, as much central as they used to. Some people write to me about this aspect, but for me, contract is not central in my design, because for me, when I have something in mind, for me, in the center is the emotion I want to recreate. So the final feeling is important, not especially the specific mechanic. So, for example, a lot of time I use combo, I use some mechanics that grow a lot, because this is the aspect I like to recreate. So a game that grow, that give you more combo at the end of the game, more possibilities. This is the emotion I like to recreate. I like in a game, and I like to recreate in a game. Then sometimes I use the contract because it's helpful in this moment, but sometimes not. So, and also contract is a mechanic that is really open. Yeah. You can use in many different ways, because from my point of view, the contract in Nucleum is really different from the contract of Marco Polo, and it's really different from the contract of Razzo Vista, for example. That you still have the resources to play a card that give you bonus, but in a really different way. Il y a Ibris aussi. Oui, Ibris, on n'a pas beaucoup parlé, mais... Là, c'est le deuxième, Twilight in Olympus. C'est prévu pour cette année encore, mais comme rivalité, la nouvelle extension pour les premiers Ibris a retardé un peu. C'est possible que c'est déjà 2026. Ça a été facile comme décision de dire on prend Ibris, c'est quand même un gros morceau, quoi. Là, c'est Jürgen qui vous a expliqué, mais ouais. Qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a regardé les jeux et il a décidé, je vais faire 3000 pièces. Ok. Et c'était un coup de cœur. Et pour moi aussi. Ça a été une décision facile de choisir que vous alliez faire Ibris, c'est quand même un gros morceau. Ouais, c'était quand même 5 minutes. 5 minutes. Je me suis assis à la table de Damien, car il y avait un de mes démonstrateurs qui a dit « Hey Jürgen, j'ai vu quelque chose pour toi, il faut aller là-bas ». Donc j'ai été là-bas, j'avais vu ce qu'il me proposait, j'avais entendu l'explication et j'ai dit « Bon, je le fais ».
Il a bien dit, ok. Ben, Il est oui. amateur de nos jeux aussi, donc c'était un mariage assez facile, si tu veux. Oui, il y a la boîte de base, et maintenant il y a 6 extensions, ça joue tous au même moment. Ça, c'était plutôt une surprise, mais Ibris a bien marché pour moi. Oui, surtout pour un jeu de ce calibre-là. Ouais, je crois qu'on a vendu entre-temps 2700. Et pour un jeu comme ça, que les Ibris 2 qui va sortir, car c'est une trilogie, c'est 300 ans ou 200 ans dans le futur. L'énergie divine est partie car les deux ont bouffé. Il reste qu'une pièce dans le mur de Troie. Et on est en train de faire la guerre de Troie, mais à la façon Ibris, quoi. Complètement différent, mais incroyable. Donc je suis toujours content de pouvoir le faire. Mais ouais, c'est pas facile. Ce sont des trucs, et si tu vois le contenu, à quoi ça ressemble, c'est très cher. Pour le rendre de nos jours accessible aux gens, c'est pas une évidence, quoi. Donc même dans la localisation, on peut fonctionner au coup de cœur, en tout cas, des fois, et prendre un projet très risqué, mais dire je le devrais fais. peut-être pas. Mais à mon avis, ici, c'est toujours la manière d'identifier un jeu qui est exceptionnel. Si tu as ce coup de foudre, alors à mon avis, tu peux pas être mauvais. Tu peux peut-être pas un as d'or. Ouais. mais quand même, c'est... Ouais. Moi, j'avais ça avec Golem aussi. Alors. C'est pas une science exacte. Il y a plein de gens qui l'ont aimé aussi, mais des gens qui normalement aiment jouer des jeux animaux ou aux petites abeilles qui disent « Oh, j'ai adoré Golem !» J'ai dit « Oui, merci. » Et il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est un peu le problème des experts. Il y a beaucoup de très bons experts de nos jours. Ce qui est maintenant très bon était exceptionnel il y a 10 ans. Donc, c'est difficile de se faire une place. C'est normal que tout le monde ne peut pas suivre. La Kallax peut contenir autant de jeux. Je comprends bien. Et Ibris, il n'est pas Kallax friendly. Non, mais il est assez beau pour le mettre autre part. Regarding board game tendencies, starting from your own games, recently you said it, you made lighter games, mid-level games based on cards, like Mesos, or also your upcoming project with Mathieu Verdier that I tried several times, which is temporarily named Trick City. You seem to create less big Euro games and more card games with half an hour to an hour playtime maximum. Why more accessible games and less heavy games such as Grand Dusty Hotel or Lorenzo Il Magnifico? You said you wanted to explore other challenges? Yeah, this is one of the main reasons. I think repeat exactly the same process a lot of time don't help for me the creativity. So try to face off different challenge. I can do every game. So I, in the past, make some game that reach the success. So it's okay to me. It's a safe area for me. But face a new challenge, for me, it's stimulating. So the first main reason is to change my mind and put on something new. The second reason is that I love so much this kind of game. I play heavy game for sure, but I love a lot game that give you a lot of combination with easy rules. So for example, I'm really fan of Race for the Galaxy. I'm a super big fan of For Shuffle, and also Splendor in the easiest area. All three are part of my favorite game, so I like to try to do something in this area. It's something that stimulates me, that fill me in not in a comfort zone as designer, but in a comfort zone as gamer. For example, the game with Mathieu Verdier, that we met for an heavy game that he showed to Cranio. We speak a lot, and then we try to start a game from zero. And it's a game I'm really proud because it's a small game, but in the test receive a lot of good feedback because it's a simple game, but with a clever decision. It's in the area of far away castle combo. So this kind of game that need time to think and time to
play well, but you can play in 20-30 minutes. A lot of variety because it's more than 60 unique card. So it's in an area that I like it a lot. I like to play. I like to see the other people play because they are really involved in the decision. They are really tense. So it's a game that we release with Cranio next year, and I'm really curious to see how it will be received in the market. In France and in Belgium, we often hear that the heavy or so-called expert games are losing steam, or even that they're no longer commercially viable. Is it something that's true from your perspective in Cranio or in Italy among Italian game designers? Don't know. My feeling is opposite, because when I saw the selling number of Ark Nova, for me it's something that I can never imagine. The number of selling, the number of play on BG, on Board Game Arena. So for me, there are still a big market for Eurogame, more than 10 years ago, absolutely. It's still a niche. So not all the player can want to play a game that need half an hour or 40 minutes in time to read rules, to understand, teach. Yeah, so it's still a niche, but a niche that grows. Also, if you feel mid-level game like Seven Wonder or Wingspan, that is still a mid-complex game, sold millions of copies, that in the past seems really difficult. In the past, the game are complex 20, 30 years ago, because Piliares go to quite complex game. Then the complexity decrease, an average complexity decrease, but big games still have a lot of fun. I feel that in the last years, the competition is increased. So more heavy game is on the market, and you need to be in the top 3, 4, 5 to have access to good selling games. So it's less easy to create a good game and sell well. But I think if you work well, there are a lot of people that like to play, to spend 2 hours to play a game. So also Terraforming Mars, I think, sell really a lot, and it's not a super simple game that you can play in 1 hour or less. It takes time. I am ready, je crois, peut-être. On met ça et on peut tirer sur des lasers sur les autres. Et c'est aussi les vaisseaux qui sont morts, ça n'empêche plus la ligne de tir. Ça explose de partout là. Ouais. Et tu es en train d'exploser le tien. Suspense. Ah voilà, je n'ai aucune idée de la vérité. Oh, je suis bon à la dernière. Yeah. Ah, bien joué. Quelle folie ce truc. Donc Lightspeed Arena, on place pendant 1 ou 2 minutes des tuiles, des vaisseaux qui ont des points de vie, qui ont des boucliers et puis des lasers dans certaines directions. On les place en temps réel, on a 10 secondes pour les placer chacune et on essaye que nos lasers visent les astéroïdes, visent les vaisseaux des autres sans se faire toucher par eux. Le laser jaune doit éviter d'entrer en collision avec un bouclier jaune. Et puis heureusement à la fin on place une photo et l'appli résout tout pour nous, sinon ça prendrait une demi-heure. Dans l'ordre d'initiative justement, c'est ça qui va nous guider quoi. Alors c'est évidemment très compliqué à lire, surtout en découverte, mais c'est fun. Un petit aperçu en avant-première de Ants, un jeu à venir chez Cranio. Vous reconnaîtrez peut-être l'artiste de Rats of Wistar, on voit que c'est vraiment le même style d'icono, c'est le même, on voit un peu les badges, l'iconographie des points de victoire, etc. Donc voilà le
plateau et puis le plateau personnel. Et donc, ouais, moi, ça me fait tout de suite penser à un Mirmes. Hein. Donc, tu disais, Jürgen, c'est un jeu de gestion. On va avoir une colonie de fourmis. On a une colonie de fourmis qu'on va essayer de grandir et on va prendre des territoires dans le jardin. Et le plus de territoires qu'on prend, le plus de ressources qu'on peut apprendre, le plus qu'on peut transformer nos fourmis. It's a small big step for Cranio because it's, I think, the first big Euro not designed by me. But in the last 2 years, I'm a little bit more focused on the mid-level game. So Ecos is one of the first, but I have 2 games for the next year in the mid-level. So I'm really happy to see a good game in the mid-level game. I feel the game special, really interesting. Because it's clean, it's a clean design, it's straightforward, but it's also deep, a lot of cards, a lot of combination, a lot of variability. It's the kind of game I like to play. I had a good part of the game, but not probably enough to be the designer. So I'm really happy to be part of the development. And also the author works very well, so I'm really curious to see the reception in Essen because we use the same style of Razzo Vista, but the game is really different, but it's in the same area. For my taste, a little bit more straightforward, so a little bit less tight, less stressful than Vista, but with a good interaction on the map, a lot of cards. There are more than 150 different cards that you can combine in different way, so it's really interesting. Would you say it's heavier than Rats of Vista, for example? It's a really difficult question to answer because, in my opinion, the difficult is relate a lot to perception. There are some games that for me is easier and for other players really difficult. For me, is in the same level. Because it's a little bit more clean and straightforward. There are a lot of combo, but less long and less complex than in Razzo Vista. Have you ever played Mirmes from Istari? It was also a resource management game that allowed us to play Ants. It was released in 2013. Would you know if this French game was an inspiration for the Italian designer of Ants? Don't know. Okay. Don't know. For us is a problem. Not for me as developer is a problem, not inspiration. So when we receive the game, we think a little bit about another game about Ants in the same category. So it's a resource management game. We want to change the game. And we think a lot to change the game stronger or little bit. We try to game something in the area of Vista, so try something about mutant ants. At the end, after thinking a lot about it, we decide to keep the original theme because for us it's, first of all, it's a great team. I never played Mirmes, but I read the rules. I saw the game many years ago, and I think Ants it's a really great team for a management game because there are a lot of aspects of intelligent management in the Ants colony, in the Ants life. So it's really good team. And for me, there is space for 2 or 3 or 4 games that work on this aspect, like the medieval, like growing a company. So, and then the theme is really well represented in the game, and changing for us, we lose something. So at the end, we keep the original. Et donc ça, c'est prévu pour Essen 2025, normalement? Normalement, mais j'ai pas encore eu les fichiers pour traduire, donc okay. Ça m'étonnerait que ça c'est déjà la version française. Donc à mon avis, ça serait plutôt Cannes. Oui, pour vous, en version française, ça serait Cannes. À mon avis, oui. Ok. Ouais, donc on voit la colonie de fourmis avec des icônes à déclencher, des petites pistes sur lesquelles monter des cubes, des effets immédiats à déclencher aussi. Ça a l'air intéressant, hein?
How do you collaborate with companies that localize and distribute your games abroad, like Intrafin? Do you think about other countries than Italy during the game design process and the editorial process? Usually, no. Usually I design the game, then we finish everything, and then we present to the other distributor and publisher that localize the game in each country. This year there is something new because we organize an event in Milan where we invite all our partners, including Intrafin, most from Europe because it's more easy to travel from Europe than from USA. And we share the future project in a prototype stage. And it's really helpful because the guy gave us a lot of feedback, so I have a little bit more time to work, absorb the feedback and work on the development also in the direction. They give us a feedback, they give us something about the mechanics, about the advancement. But in the past, more or less, the work is more on the commercial side than on the development and designing side. So I'm part of Cranio, so I follow a little bit also the marketing side and the distribution, but really in a really small way. My job is done more or less when the marketing starts. But yeah, this event was a good experience, and you will probably do it again in the future. Yeah, it's really great experience. Also because one of the things that I like a lot in our business is that we are in the business. We try to make money with games because we need to survive. We need to pay the money to the people that work in it, but mainly we are people that loves games. So we have 30 people from a lot of different companies, but we share a lot good days of playing and discuss all about games. So it's really friendship, more friendship than a lot of other business I saw. So there are a lot of really good connection between different companies. So it's really good days and also helpful for us. Dans la ville. Moon, mais hein? Qu'est-ce qui se passe? Pour le bleu. Wow, allez, s'il vous plaît. Combien d'objectifs? Beaucoup trop. Oula, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 16 points. 8, 12 points. Mais avec les vraies règles. Ah, c'est par 2. Ah oui, c'est par 2. On va terminer une partie de Tebey, le prochain David Turci chez Board & Dice qui sera localisé par Intrafin. C'est un jeu qui ressemble à pas grand chose de récent dans les Eurogames modernes. Il y a du placement de dés sur un plateau. On va commencer par placer un dé. On peut le placer sur son plateau personnel qu'on peut déblayer pour débloquer de nouvelles actions. Ou on peut aussi le placer au milieu pour activer les tuiles qui ont été placées
par soi ou par les autres joueurs. On va, quand on place un dé, activer seulement une tuile adjacente, ou si on paye autant de pièces que la valeur de son dé, pouvoir activer les 2 tuiles. Ça, c'est une première phase. Dans la deuxième phase, on va déplacer notre archonte qui va pouvoir faire des longs chemins s'il veut. Il pourra juste passer au-dessus d'une seule case vide. Par contre, pour tous les dés au-dessus duquel il saute, si c'est des dés à nous, il va diminuer leur valeur. Si c'est des dés aux adversaires, il va augmenter leur valeur. Et ça va créer des dilemmes. Parce que on n'a pas envie d'augmenter la valeur des dés des adversaires, et en même temps on a parfois besoin des chemins qui vont nous créer. Parce que quand on va faire augmenter la valeur du dé, quand il passera à 3 étoiles et qu'il sera encore amélioré une dernière fois, donc le 3 étoiles c'est un peu le 3,5 quoi, eh ben il va être promu. Il va au Panthéon là, chez les statues, et il va pouvoir prendre des points directement et puis choisir un scoring qui va verrouiller. C'est-à-dire qu'il ne sera plus utilisable par les adversaires. Ça se compose comme ça. Chacun place un dé à tour de rôle, puis chacun déplace son archonte à tour de rôle. À chaque fin de tour, il y a des tuiles événements qu'on vient activer, qui vont nous faire des petites résolutions, des petits scorings. Et puis la guerre, au début tous les 3 tours, et puis après tous les 2 tours, il va y en avoir 4 dans la partie. Guerre où on va utiliser nos autres dés. Donc il y a les dés citoyens qui sont les dés qu'on peut envoyer dans les scorings, et puis il y a les dés noirs qui sont les dés de combat, les hoplites, nos soldats, et eux vont nous servir à résister à la guerre, et même à faire des gros points de victoire. On va pouvoir les transformer en généraux, les stratégos, qui vont nous permettre d'aller chercher des cartes spéciales qui nous donnent un pouvoir unique. Et puis, si on est très fort à la guerre, on va pouvoir scorer des points de victoire. À l'inverse, on perdra des points si on est naze. On peut progresser sur une piste militaire et diplomatique qui vont nous donner des avantages au fur et à mesure, notamment des petites tuiles pouvoir. Et surtout, ces petites tuiles ici qu'on va pouvoir utiliser comme des dés à la fin de la manche, on va dire. Voilà, ça va nous faire des actions gratuites pour activer les différentes cases de notre plateau. Plein de possibilités en fonction des tuiles qu'on va placer sur le jeu, qui vont donner des opportunités aux adversaires, des actions que nous, on va se déblayer sur notre plateau, des chemins qu'on va bloquer ou non pour nos adversaires aussi, ou pour nous-mêmes. Et voilà, un jeu très dense. On est sur le retour, il fait nuit, de cette deuxième visite chez Intrafin. Et donc ce Tebey de David Turci que Intrafin nous avait pitché la première fois qu'on les avait vus, on s'était dit ça sent plutôt bon, mais il fallait l'essayer. Et là on a été plutôt convaincus. Agréablement surpris, les deux. Agréablement surpris, c'est pas ça. Le pitch m'avait bien plu, mais comme tu dis, il fallait qu'on l'essaye. Et là je trouve que on est plutôt convaincus. Le jeu sort du lot par rapport aux Eurogames actuels. Ici on a un jeu vraiment interactif, de manière assez organique, dans le sens où ce sont les joueurs qui vont créer les possibilités et qui vont mettre en place des tuiles sur le plateau pour faire des actions. Donc on va offrir aux autres des actions, on va essayer de les appâter pour qu'ils viennent augmenter nos dés, un petit côté Iki un peu. Tu vois, un peu comme dans Iki où tu mets des cartes en jeu, ça crée des actions pour les autres et tu as envie que les autres viennent les visiter pour améliorer tes trucs. Un jeu finalement assez fluide quand même. Oui. Oui, en fait tu joues un dé et puis tu fais bouger ton archonte. C'est ça, et tu fais ça 10 fois. Donc tu fais 20 actions en quelque sorte sur la partie. Maintenant tu as des possibilités de faire des petites actions bonus quand tu vas chercher des tuiles. Météikos, Ce qui est génial, c'est que le setup de départ, c'est qu'on va avoir chacun 12 tuiles sur son plateau, donc 9 tuiles qui nous appartiennent et qui vont être placées aléatoirement sur notre plateau. Ça, ce sont les mêmes pour chacun, je pense, si je dis pas de bêtises. Et puis après, il y a 3 tuiles aléatoires qui vont être ajoutées à ces 9 tuiles. Donc ça nous fait 12 tuiles qui vont être placées aléatoirement et on va être obligé de les placer à partir de la gauche. Ça veut dire que les tuiles vont pas venir dans le même ordre forcément, et ça, ce sera valable pour chaque joueur qui les aura placés différemment lui aussi. Donc par exemple, typiquement, il y avait une action qui permettait de déplacer nos soldats. Ces actions, j'ai regardé sur les plateaux de chaque joueur, elles étaient plus ou moins placées dans la 2e ou 3e colonne. Ça voulait dire qu'elles arrivaient assez tard sur le plateau. Donc déjà, c'était quelque chose qui changeait la game. Et en fait, si on commence à prendre ça pour chaque action, c'est incroyable. Surtout, sachant que chaque joueur va faire le choix de développer plutôt une technologie. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a 3 lignes
une qui représente le commerce, je crois, plutôt les constructions et une plutôt la guerre. La guerre, oui, c'est ça. Voilà. Blanc, bleu, rouge. Oui, voilà, exactement. Et donc, ces différents aspects vont faire qu'on va plutôt choisir un axe ou un autre, ou au contraire, développer tuile par tuile parce qu'on a un bonus de scoring quand on vide des colonnes. C'est la même chose avec les deux pistes, hein, une piste plutôt politique et une piste plutôt militaire qui vont aussi changer tes axes et tes façons de jouer. Elles vont changer tes améliorations de dés, donc elles vont te faire des orientations différentes. C'est ça. Moi, j'ai généralement plutôt du mal avec les jeux de David Turci. Je les trouve un peu usine à gaz. Et là, en fait, ça va. J'ai eu très peur au début parce que t'as 15 emplacements différents sur ton plateau dont tu dois capter l'iconographie. Mais en fait, l'iconographie, je la trouve assez bien foutue. Après un ou deux tours, on pouvait déjà déduire toutes les colonnes. Une fois qu'on est rentré dedans, on a compris ce que faisaient les différents emplacements. Le jeu est très riche, quoi. Il se passe des choses, on peut presque faire de la diplomatie, dire aux autres tu m'augmentes ce dé là, moi en échange je vais par là, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas du tout scripté, parce qu'en fait avec ces chemins où tu joues à saute-mouton au-dessus des dés, tu peux parfois aller très très loin, ou à l'inverse tu peux retirer ton bonhomme du plateau, tu vas en quelque sorte renoncer à une action, mais c'est pour mieux revenir où tu veux au tour d'après. Donc il y a vraiment plein de possibilités et on a envie d'en refaire pour explorer les différentes pistes stratégiques, quoi. Et ce que j'ai aimé, c'est que vraiment tu as plusieurs façons d'aller dans la même direction. Par exemple, moi au début j'ai choisi, moi c'est toujours ce qui m'embête un petit peu dans les jeux où il y a un peu d'un aspect militaire, j'ai toujours l'impression que tu es obligé d'aller faire la guerre. Et toujours je me dis non, j'ai pas envie de faire la guerre, je vais aller voir comment on peut faire autrement. Bon, au final je l'ai quand même faite, mais en jouant beaucoup sur mon plateau. Ce qu'il y a, c'est que aller sur la cité plutôt que jouer sur son plateau. Jouer sur son plateau, c'est intéressant parce que on a dégagé son plateau, on l'a déblayé pour révéler des nouvelles actions qui sont plus fortes, donc c'est intéressant. Mais en même temps, ce qui va nous permettre de promouvoir nos citoyens et de les amener dans le scoring, c'est en allant sur la cité. Et donc quand on fait le choix d'aller plus dans son domaine, on néglige cet aspect-là. Et donc en même temps que j'ai négligé cet aspect-là, j'ai négligé aussi d'aller mettre des soldats qui allaient pouvoir résister aux envahisseurs. Pour finir, en jouant sur les actions de mon plateau, j'ai quand même réussi d'une manière ou d'une autre à m'en sortir, quoi. Au final, t'as même gagné. Le jeu est déjà traduit en français. On a joué avec les livres de règles en français, les aides de jeu en français. Oui. Donc s'il n'y a pas de problème de production, de transport, Intrafin l'aura disponible à Essen en français, on espère, on croise les doigts pour eux. Et nous, on a très envie d'y rejouer. Moi, c'est un des Eurogames qui m'a le plus enthousiasmé. Si on doit être honnête et quand même pointer un petit point faible potentiel, en tout cas un point d'interrogation, c'est les contrats. C'est l'aspect du jeu qui nous a paru le plus classique, c'est-à-dire que on récupère des contrats dans une rivière et on dépense des ressources pour les faire, ils nous font des bonus immédiats. Et ils font pas mal de points parce que, et là David Turci a peut-être un peu craqué son slip, ces contrats ont des symboles et on score à la fois sur les symboles identiques et à la fois sur les symboles différents. Et un même symbole peut compter dans les deux types de décomptes différents. Et ça, c'est peut-être un petit peu too much. C'est peut-être un petit peu too much, mais on a fait facilement des contrats. Or, on a constaté qu'on pouvait faire qu'un contrat par tour, si je dis pas. C'est ça. Normalement, c'est un seul contrat par manche. Donc, ça change un petit peu la donne. Ça change la donne parce que notre ami Michel, pour ne pas le nommer, a validé 4 contrats dans le même tour. Donc, il a triché éhontément. On peut le dire. Je propose qu'on le disqualifie de sa place de juré immédiatement. C'est ça. Au-delà de ce petit point d'interrogation, on a trouvé ça un peu too much comme scoring, un peu trop généreux, mais à voir avec les bonnes règles de restriction sur la validation des contrats. C'est aussi peut-être l'aspect le moins original, mais tout le reste est assez rafraîchissant, assez ouvert, assez enthousiasmant, donne envie d'y revenir, etc. C'est du déjà vu, mais j'aime bien l'aspect genre course, plus vite je promeus mon ouvrier mon citoyen dans la Manche,
plus, je serai donc le premier à choisir mon scoring que je vais aller verrouiller. C'est ça aussi qui me plaît, c'est les différents scorings à verrouiller. Si par exemple, moi j'ai scoré un moment sur une piste sur laquelle je suis monté, plus je montais haut sur cette piste, plus je faisais de points. Si quelqu'un était venu me prendre ce scoring-là, j'aurais été très embêté. Il y a eu plein de tensions à différents moments sur ces scorings-là, sur les stratégos qui sont les versions améliorées des hoplites une fois qu'ils ont atteint un certain seuil. Il y a plusieurs fois on s'est piqué des choses, on s'est piqué des emplacements, on s'est bien embêté, et avec la maîtrise on pourra s'embêter encore davantage. Donc vraiment, moi dans les Eurogames récents, je trouve que ça ne ressemble à rien d'autre. Et moi je dois remonter à Iki ou encore bien avant à Keylus pour voir des jeux où comme ça va être en fonction des bâtiments ou en l'occurrence des tuiles que construisent les joueurs, que la physionomie de la partie va se créer. On construit vraiment les actions qui vont se retrouver au milieu du plateau, et en plus on met adjacent à tout ceci nos dés qui vont peut-être être améliorés par nos adversaires, ou si on veut emprunter le chemin, on va peut-être diminuer nos propres citoyens. Moi déjà juste ça, je trouve que l'idée elle est brillante, ça marche très bien, ça crée d'interaction. On peut toujours éviter l'interaction. Peut-être qu'on fera des actions moins fortes, donc pour ceux que ça embête un petit peu, on peut toujours éviter ça, mais c'est clair que le jeu pousse à l'interaction, et franchement c'est assez brillant. Ouais, ce système il est vraiment malin, il te crée des dilemmes, parce que c'est contre-intuitif. Tu te dis j'ai envie de passer au-dessus de mes dés, non, tu les diminues, et ça c'est vraiment cool. Tebaï à surveiller, ça reste une partie preview, une partie découverte, donc on va pas vous le survendre trop vite, on va pas trop s'emballer. Mais sur la première partie, on a vraiment été convaincus. Alors T-Game, est-ce que c'est un T-Game? C'est un jeu en T fait par David Turci. Donc j'ai envie de dire T-Game. On aura l'occasion de vous reparler du jeu. On le surveillera pour Essen, mais là c'est une des découvertes récentes en Eurogame les plus enthousiasmantes. Très bonne configuration à 4 joueurs. À 3 joueurs ça doit fonctionner aussi. À 2, nos deux amis d'Intrafin ont essayé et on dit que ça paraissait un peu moins pertinent, parce que peut-être moins d'interaction, trop de points. Ouais, trop de points de victoire, pas assez de tension. Donc voilà, mais à 3-4 je pense que c'est vraiment un Eurogame qui va sortir du lot. Et ils nous ont dit que s'il n'était pas disponible à Essen, ils essaieraient en tout cas que ce soit disponible avant la fin de l'année. Voilà. C'est tout pour cette fois. Cette vidéo bien remplie chez Intrafin avec Echoes of Time, une interview de Simone Luciani et puis le dernier David Turci. On vous laisse là-dessus. À bientôt pour un nouveau J'irai jouer chez vous. Merci Mounir de m'avoir accompagné. Salut Boris. Et puis à bientôt. Ciao ciao. Je viens par chez vous.